Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour vous parler d'API dans un super événement, super bien organisé. Je remercie beaucoup les organisateurs. Donc je m'appelle Vincent Fély. Je fais partie du centre d'expertise sécurité métier de BPCE Solutions Informatiques, qui est l'éditeur logiciel du groupe BPCE, groupe auquel appartiennent des marques bien connues comme la Caisse d'Épargne, la Banque Populaire. Pour le programme d'aujourd'hui, on commence par des chiffres. D'abord 400%. 400%, c'est l'augmentation du nombre d'attaquants uniques constatés sur les API par un rapport publié fin 2022. Ensuite, 78%. 78%, selon ce même rapport, c'est le pourcentage en proportion d'attaques provenant d'utilisateurs authentifiés sur les API. Et enfin, 8%, qui représente finalement la quantité d'attaques qui ciblaient des API internes selon ce même rapport. Donc ce rapport, il a été publié par Salt Security fin 2022. Je ne sais pas s'ils sont présents aujourd'hui d'ailleurs. Mais en tout cas, je les remercie parce que c'est grâce à ces chiffres qu'on a réussi à faire passer des messages à nos directions, à sensibiliser les développeurs à l'importance de la sécurité API. Et donc je dirais qu'aujourd'hui, globalement, les choses vont beaucoup mieux côté sécurité API. Ce qu'il ne faudrait pas, ce serait que le marché fasse émerger une nouvelle tendance comme, un super algo capable de capter les données de l'interne et prendre des décisions. Ce serait catastrophique. Bon, donc on y va. Sécurité des API et IA générative. Donc on va parler d'IA générative aujourd'hui. L'IA générative, qu'est-ce que c'est ? C'est donc un sous-ensemble de l'IA basé sur des modèles qu'on a entraînés qui sont capables de générer du contenu basé sur des données d'entraînement. Donc chez BPCE Solutions Informatiques, comme je le disais, on développe des solutions pour le groupe et autres. Donc on s'est beaucoup intéressé à cette technologie et ce qu'on pouvait en faire en termes de cas d'usage. En trois grandes catégories, on a des cas d'usage liés à la génération de texte, la génération d'images, d'articles, de rapports. On peut également combiner ça avec des modèles d'extraction pour extraire des informations et en générer des synthèses. Ça peut être pratique aussi. Et enfin, troisième catégorie de use case, qui va nous servir de fil rouge au long de cette présentation, c'est les agents conversationnels. Donc on appelle aussi chatbots, qui sont des outils capables de répondre à des questions d'utilisateurs, donc qui peuvent être des clients, des collaborateurs, etc. Je sais pas le chrono, au passage. Donc, en termes de les questions qu'on se pose, nous, par rapport à ces cas d'usage, c'est d'abord quels sont les rôles et responsabilités des API dans ces cas d'usage, parce qu'il va être question d'API ici. Et en tant qu'expert sécurité, la question qu'on s'est posée, c'est quelle stratégie on va adopter pour sécuriser ces API. Comment on va concevoir différemment ? Est-ce qu'il faut concevoir différemment ? Quels sont les grands principes ? Je propose de développer maintenant et dérouler un cas d'usage métier bien connu, donc celui du chatbot, pour bien mettre en lumière les interactions entre les trois composants que je vous présente sur cette slide-là, l'application métier, les services internes et ce que j'ai appelé système d'IA, j'y reviendrai plus tard pour la partie définition. Donc ce cas d'usage, il commence déjà par l'appel d'un utilisateur final à une première API, qui est l'application métier, donc le chatbot en lui-même. Le rôle de cette API, c'est bonnement de traiter la question d'un utilisateur qui est connecté, donc là dans l'exemple que je vous représente ici, qui peut être un utilisateur non connecté, comme un prospect. Donc le rôle de cette API, c'est de collecter la question. Ici, cet utilisateur client peut se poser la question, suis-je éligible à l'ouverture d'un livret A ? Cette question, le rôle de l'application métier, c'est de la transmettre à une seconde catégorie d'API, donc les API du système d'IA, en lui transmettant la question de l'utilisateur. Le système d'IA a vraisemblablement besoin de données pour traiter cette question, donc il va
renvoyer à l'application la catégorie de données ou la typologie de données dont il a besoin pour répondre, donc ici 1, 2 et 3. L'application va aller chercher ces données, donc va faire appel à des API internes du SI. Donc ici, on voit qu'on fait appel à une API user qui va nous renvoyer des informations sur l'utilisateur qui est connecté. Second type d'appel qui irait lister les comptes ouverts par ce client, donc par cet utilisateur. On a interrogé une deuxième API account. Troisième catégorie d'API qui est cette fois-ci une API externe qui nous renseigne sur, qui nous indique si l'utilisateur, si ce client connecté a déjà ouvert un livret auprès d'une autre banque. Vous savez, le livret en possédait qu'un seul. Retour maintenant de ces informations au système d'IA qui va pouvoir maintenant générer le texte explicatif, la réponse de l'utilisateur à sa question. Donc, oui, bonjour Michel, vous êtes éligible car, voilà l'explication, ou bien l'inverse, vous n'êtes pas éligible car vous avez déjà ouvert un compte auprès d'une banque, une autre banque. On peut imaginer cette même interaction dans un autre contexte utilisateur, d'une conseillère, par exemple, clientèle, qui va se poser la même question pour un client de son portefeuille. Et là, le rôle de l'application métier, ça va être d'aller chercher des informations dans le contexte de ce nouvel utilisateur. Donc là, effectivement, le client est éligible ou non éligible pour telle ou telle raison. Donc je vous parle de système d'IA depuis le début de cette présentation. Et finalement, qu'est-ce qui se cache là-dessous ? Quels sont les composants ? Quels sont les termes ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc un système d'IA, ça commence tout d'abord avec un modèle. On parle de modèle d'IA depuis le début de cette journée. Un modèle, il est entraîné à partir de données d'entraînement. Si on souhaite le rendre plus spécifique à un cas d'usage, on va pouvoir l'adapter avec des données ce qu'on appelle des données de fine-tuning. Ce modèle, on souhaite, pour des raisons de sécurité, de performance, ne pas le nourrir avec des données, une trop grande quantité de données, et surtout avec des données les moins sensibles possibles. Donc on va pouvoir faire appel à des plugins qui vont réaliser soit des interrogations des systèmes internes, soit aller réaliser des commandes comme envoyer un email, envoyer un SMS, etc. En termes d'attaque, je propose de vous présenter 3 typologies d'attaques qu'on rencontre déjà sur ce système d'IA-là, à commencer par l'attaque par infection. Donc l'attaque par infection elle consiste à aller atteindre les données d'entraînement ou de fine-tuning pour altérer le fonctionnement du modèle en production. Donc c'est une attaque qui est intéressante. Je vais vous en parler aujourd'hui parce que c'est quand même une des grandes attaques qu'on rencontre sur les modèles d'IA aujourd'hui. Mais finalement, d'un point de vue API, c'est pas le cas qui va nous intéresser le plus. On va plutôt s'intéresser aux attaques qui peuvent atteindre un modèle en production. Donc les attaques qui là vont passer par des API. À commencer par l'attaque par exfiltration. L'attaque par exfiltration, son but, c'est d'aller atteindre les données qui ont servi à l'entraînement du modèle ou les données qui sont manipulées dans le cas d'usage. On a vu, on peut aller chercher les données des SI internes. L'attaque par exfiltration, elle vise à récupérer un maximum d'informations. Et enfin, on a l'attaque par manipulation, comme on sait que le modèle va pouvoir prendre des décisions, sur le moment, donc ou faire des actions. On va s'intéresser à ce type d'attaque-là, essayer de voir quelles sont les différentes actions permises par le modèle et comment un attaquant va pouvoir exploiter ces différentes fonctionnalités pour dévier le modèle de son fonctionnement initial. Dans la suite de la présentation, ce que je vous propose de faire, c'est un listing des différents scénarios d'attaque qui exploitent des API. Donc, à commencer par un premier scénario qui là va toucher plus au modèle d'IA en tant que tel. Donc c'est un scénario dans lequel un attaquant réussit à obtenir l'accès au modèle d'IA et va pouvoir l'interroger en direct en bypassant les filtres. Il a un accès, il a réussi à avoir un accès aux API du modèle d'IA et en se servant des API du modèle. Second scénario d'attaque, il va plutôt toucher aux plugins. Donc là, on sait que les plugins ont des droits d'accès à des données. On sait qu'on peut réaliser des actions avec ces plugins-là.
Donc, on va voir comment un attaquant peut exploiter des faiblesses dans le code de ces plugins-là. Quelles sont finalement les grandes idées en termes de cloisonnement que l'attaquant va pouvoir attaquer pour envoyer des réponses anormales au modèle. Ensuite, je vous propose un scénario qui, cette fois-ci, va attaquer directement les services internes et externes de l'entreprise, donc potentiellement des services qui sont déjà en place aujourd'hui dans vos organisations. Donc là, plus sur l'aspect gestion des habilitations, comme on le sait que on a un utilisateur qui va être à l'origine de requêtes, comment un attaquant peut réussir à abuser de ces permissions-là et aller récupérer plus de données que ce qui est nécessaire. Et enfin, dernier scénario, le scénario 4, qui est plus le scénario d'un attaquant qui dispose d'un droit d'accès utilisateur qui a potentiellement accès aux données en lecture, en écriture à la base, ça arrive. Sur une banque à distance, par exemple, vous pouvez aussi bien consulter vos comptes que modifier vos informations personnelles. Sauf que là, l'attaquant va se servir de ces permissions-là pour utiliser le même niveau de privilège, cette fois-ci dans un cas d'IA. Alors qu'un cas d'IA va plus faire de la lecture de données. En termes de recommandations de sécurité qu'on peut adresser sur ces différents scénarios, donc en commençant par le premier, donc celui, comme je vous disais, de perte ou vol de clés d'API et dans lequel un attaquant profiterait d'une absence de cloisonnement pour interroger le modèle d'IA en direct. Ce qu'on peut faire, c'est mettre en place des cloisonnements réseau, mettre en place des cloisonnements aussi en termes de droit d'accès. C'est qu'il y a différentes catégories de population qui vont avoir accès à ces API lors des différentes phases du modèle. Donc dans la phase d'entraînement, on va avoir une population plus développeurs, administrateurs, data scientists. En intégration, on sait qu'on peut avoir des outils de test qui vont accéder au modèle pour générer des tests et voir comment le modèle réagit à telle ou telle typologie d'attaque. On peut avoir aussi un testeur humain qu'on a engagé pour faire des tests de sécurité sur les modèles. Et en production, on va avoir des dernières catégories d'accès aux données, dont l'application métier qui, elle, a besoin d'interroger le modèle. Ce qui est important en termes de sécurité API dans ce scénario-là, c'est d'utiliser des clés distinctes, mais surtout faire en sorte qu'un attaquant qui parviendrait à accéder aux clés d'API de vos modèles ne puisse pas faire un déplacement sur les différentes fonctionnalités qui sont offertes par ce modèle-là. Et bien sûr, de les sécuriser, effectivement, le troisième point, sur la gestion des clés. Toujours un rappel qui est toujours bon à prendre. Scénario 2, celui des défauts de conception de service. Donc là, je vous parlais de effectivement le rôle d'un plugin et l'accès privilégié qu'il a au modèle. On sait que le plugin, lui, va renvoyer des données au modèle et donc le modèle va traiter les données qui proviennent de ces plugins-là. On peut avoir différents défauts de conception. On peut avoir des failles, bien sûr, sur le code qu'on développe. On peut utiliser des plugins qui sont obsolètes, des plugins sur lesquels il y a des vulnérabilités qui ont été référencées. Donc là, la bonne pratique dans ce cas précis, ça va être de chercher à limiter au maximum la surface d'attaque d'un attaquant en utilisant des composants à jour, en faisant des scans de vulnérabilité réguliers sur le code, sur les composants, sur l'applicatif en fonctionnement. Et d'un point de vue application métier, de ne pas accorder une confiance trop élevée à des réponses qui proviennent d'un plugin. Même si c'est un plugin qui vient de l'interne, il faut bien sûr filtrer les réponses de ce plugin-là, s'assurer que si on attend une réponse au format JSON, comme c'est souvent le cas sur de l'alphanumérique, qu'on implémente bien des contrôles sur cette typologie de données-là. Troisième scénario, donc là on est dans le cœur des habilitations des API. Donc, comme vous le savez sûrement, les API on les développe pour des usages génériques, mais avec en tête la population qui va être visée par ces API-là. C'est-à-dire que si une API peut répondre à des questions d'utilisateurs, on sait que derrière, on va devoir appliquer un référentiel d'habilitation à ces utilisateurs-là, à ces requêtes qu'on va recevoir pour s'assurer que l'utilisateur a le droit d'accéder à cette ressource-là du SI. Si on a un utilisateur qui accède à un account avec un identifiant précis, on sait que derrière, on va devoir vérifier les habilitations de l'utilisateur à accéder à l'ID de cette ressource-là. Donc finalement, je dirais rien de nouveau dans le cas d'IA générative sur ce cas précis. Donc on sait déjà
qu'en termes de limitation de droit d'accès, on va avoir sur des cas d'IA comme un chatbot, deux populations distinctes, deux catégories. Les chatbots anonymes, donc là, qui sont sur une population de prospects, donc des utilisateurs anonymes. Ce qu'on recommande, c'est de plutôt limiter les accès aux données à des données publiques. On sait que comme ça, si le chatbot anonyme n'accède qu'à des données publiques, finalement, c'est des informations que le client aurait pu avoir par lui-même via les documentations du site, etc. En revanche, si ce client est un client, et cet utilisateur est un client ou un conseiller, là, on va chercher à soumettre les appels qu'on reçoit à un référentiel d'habilitation. Et comme bien souvent, des API ne se suffisent pas à elles-mêmes, mais font souvent appel à des données en chaîne dans le SI, donc on peut avoir une API qui appelle une autre API qui en appelle une autre. Ce qui est bien important ici, c'est de propager l'information sur l'utilisateur connecté. Et de cette manière, à chaque étape du parcours, on va pouvoir avoir le référentiel d'habilitation qui contrôle les droits de l'utilisateur connecté à accéder à telle donnée ou, comme je vous le représente, à effectuer telle ou telle action. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui de base n'avait pas le droit d'envoyer un email, c'est pas parce que vous passez sur un cas d'IA générative qu'il faut que cet utilisateur ait la permission d'envoyer un email. Dernier scénario que je vous propose, donc sur plus l'aspect limitation de consommation. Je vous disais, quand on développe des API, on s'intéresse à un public visé par cette API. Donc l'utilisateur peut avoir des droits d'accès en lecture, en écriture à certaines informations. Par contre, cet utilisateur, dans ce contexte précis, il ne provient pas de son application mobile, il ne provient pas d'une application web. Et donc cette application, on va pouvoir lui définir, alors déjà d'un point de vue API, définir des scopes, donc des périmètres de consommation. Si on prend par exemple une API user, par exemple, elle a deux méthodes. Elle a une méthode de lecture qui va être soumise à un scope qu'on va appeler read, et elle va avoir une autre méthode qui est une méthode d'écriture qui, elle, va être soumise à un scope manage, qui permet d'éditer, de faire de l'écriture sur ces données. Ce que je propose dans cette recommandation-là, c'est d'accorder à l'application métier liée à un cas d'usage de LLM des scopes restreints. Donc si l'application n'a besoin que de faire de la lecture sur ces API, on va lui appliquer le scope read et de facto, quand l'appel passera à l'API, l'API ne pourra pas accéder aux méthodes d'écriture. En résumé de ce qu'on vient de se dire, on a vu 4 scénarios d'attaque. Donc on le sait, l'IA générative représente de belles opportunités d'interagir avec nos utilisateurs. On a de nouveaux moyens d'aller leur proposer de nouveaux produits. Une fois qu'ils sont devenus clients chez nous, on a de nouveaux moyens de leur permettre d'interagir avec les différents produits qu'on propose. Par contre, on sait que ces nouvelles interactions viennent avec de nouveaux risques. Et donc, je vous ai proposé pour chaque scénario une grande partie de contre-mesures. Et dans cette slide de résumé, j'essaie de vous faire un mapping avec le référentiel de l'OWASP. Donc l'OWASP, qui est un organisme qui publie régulièrement le top 10 des attaques. Donc là, je vous ai présenté le top 10 des attaques sur les LLM. Donc si on voit par exemple le premier scénario qui concernait le vol de clés, de modèles et l'absence de cloisonnement, les typologies d'attaques référencées par l'OWASP, c'est le vol de modèles, le déni de service. Entre autres, j'essaie de représenter au moins un minimum de catégories. Sur le scénario 2, ce qui va être possible en cas de défaut de conception, c'est de faire ce qu'on appelle du prompt injection. Donc c'est ce qui consiste à injecter des questions dans une question utilisateur, et tout ce qui est relatif finalement aux défauts, aux problèmes de conception de vos plugins. Sur le sujet des habilitations, je me suis permis une petite référence à un deuxième top de l'OWASP qui moi me plaît beaucoup, c'est le top API. On reconnaît ici le top 1 de l'OWASP API sur Broken Object Level Authorization. Donc tout ce qui est défaut de contrôle dans les habilitations utilisateurs. Donc finalement, sécurité API et IA générative, tout change, mais finalement rien ne change. On est sur des grands principes de sécurité qui finalement pourraient se résumer à 3 points principaux. Pas représentés dans cette slide-là. Grand 1, on cherche à identifier systématiquement l'utilisateur à l'origine d'une requête.
On sait que cette information existe parce qu'on est dans un use case d'interaction avec un utilisateur ou un conseiller. Grand 2, chercher systématiquement à lui appliquer un référentiel d'habilitation. Donc, d'où l'importance de connaître l'utilisateur connecté et de ne pas simplement se fier à une application parce que vous lui accordez une confiance, d'accorder trop de confiance à cette application et ne pas vérifier les droits effectifs de l'utilisateur connecté. Et finalement, grand 3, de tester tout le temps, partout, tester le code, tester les composants et tester l'applicatif dans son fonctionnement avec des tas d'instructions. Très important. Je me suis appuyé sur 3 références principales. Donc le premier, c'est les recommandations de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui a publié très récemment un beau document avec tout un tas de recommandations, mais plus ciblées sur l'IA générative. Là, mon objectif aujourd'hui, c'était vraiment de me focaliser sur les API. Donc je me suis également appuyé sur le référentiel de l'OWASP sur les LLM, ainsi que le référentiel de l'OWASP sur les API. Et on arrive à la fin de cette présentation. Donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à me contacter sur LinkedIn ou par email. Et si vous voulez échanger aussi avec nous, on est présent dans 2 groupes, dans 2 réseaux principaux que sont le Campus Cyber. On a ouvert un groupe d'échange sur la sécurité des API. On se réunit tous les mois pour discuter entre entreprises du bancaire, des assurances et autres. Et également le chantier architecture et sécurité animé par Romain auprès du collectif API Thinking. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre pour échanger. Merci beaucoup. Vincent, on va pouvoir passer une séquence de questions-réponses si vous le souhaitez. Rebonjour, merci, Bonjour. c'était top. J'ai une petite question. Quand vous présentez votre agent de conversationnel, conversational, une de mes questions, parce que je suis en train de poker ça pour aller en production, mais un de mes challenges, c'est comment je peux tester le prompt comme injection, comme se protéger de ne pas répondre à n'importe quelle question. Voilà. Je pars souvent de mon intention, c'est sur les services que je mets au public. C'est-à-dire, n'importe qui il peut utiliser mon service parce qu'il peut consulter mon site. Et dans ce cas-là, comment je peux avoir une liste de prompts à tester, vérifier leur qualité. Et ça, aujourd'hui, je le fais à la mano. C'est-à-dire, je demande les gens, le marketing, de me donner les idées. Et ça prend beaucoup de temps. Est-ce que vous avez une solution? Alors, short answer, non. En termes d'outils, alors c'est vrai que je n'ai pas fait l'étude effectivement du marché des outils automatisés. Je voulais en parler dans la presse parce qu'effectivement, c'est des outils auxquels on va accorder des droits au modèle d'IA, on va leur donner des clés, on va donner un accès privilégié au modèle. Donc, effectivement, c'est des outils qui vont pouvoir pousser des prompts sur le modèle. Mais te sortir la liste des outils, j'ai pas fait l'étude de marché aujourd'hui pour te sortir. J'aurais peut-être dû effectivement sortir quelques exemples. Mais voilà, mais après, je pense que c'est toujours une approche qui est complémentaire. T'as pas que les prompts. Tu peux pas supposer que ton système d'IA générative est fiable parce que tu as testé les prompts. Tu sais qu'il va y avoir plus que ça. Peut-être récupération de données sur lesquelles j'insiste aujourd'hui, mais qui est une grande des familles de recommandations qu'on connaît sur la sécurité des API depuis plusieurs années. Mais je pense qu'il faut avoir une démarche complémentaire de se dire, je considère la sécurité de mon modèle et je trouve des outils qui vont pouvoir générer des tests, etc. Ou aussi, tu as des outils qui peuvent te sortir des filtres à appliquer sur ton modèle. J'ai oublié le nom de l'outil, il me reviendra, mais des filtres qui vont agir avant l'entrée dans ton modèle et agir sur la sortie de ton modèle. Donc ça peut aussi être complémentaire. Donc voilà, démarche complémentaire entre sécurité des prompts et sécurité des API qui te servent les données derrière. C'est ça. Alors voilà, parcours. Merci pour la question. Merci. Ma question, elle tourne autour des coûts. Parce que là, en fait, on parle de l'IA générative, on sait que ça coûte en CPU, ça coûte en
en temps, tout ce qu'on veut. Là, dans votre présentation, vous évoquez pas le positionnement, si c'est cloud, si c'est pas cloud, si c'est on-premise, si c'est, et surtout les volumétriques qui sont générées par ça, pour avoir une petite idée de tout ça. Merci. Ouais, ça a été la vraie difficulté en préparant cette présentation, c'est que je voulais pas que ce soit une présentation orientée sur une techno cloud, sur une techno interne. On sait qu'il y a différents modes d'interaction et je vous invite d'ailleurs à lire le papier de l'ANSSI à ce sujet qui présente 4 modes d'interaction différents. Vous avez un mode où vous prenez un modèle qui est pré-entraîné, un mode dans lequel vous allez faire un fine-tuning, un mode dans lequel où finalement vous utilisez le modèle tel quel en full SaaS. Je ne vais pas faire quelque chose de trop spécifique, donc peut-être que tu es resté sur ta fin sur cet aspect-là. Mais au-delà de ça, effectivement, ça pose la question de la consommation de ressources de ces nouveaux use cases et d'essayer de les garder pour les cas qui nécessitent vraiment de passer par ce type de technologie. C'est pas parce qu'une technologie a été mise à disposition et a une traction importante et une espèce d'aura auprès du public qu'il faut forcément se jeter dans ces cas d'usage-là avec cette technologie-là. On peut aussi avoir des démarches alternatives en choisissant du cloud ou en choisissant de le faire on-prem. Et les recommandations que je pose là s'appliqueront aussi bien aux deux cas. C'est vraiment la difficulté, c'est de faire quelque chose de suffisamment générique pour pas m'enfermer dans des technologies précises. Et merci pour la question.